11 personnes mortes calcinées dans un crash d'avion appartenant à la compagnie Codco chargée d'assurer la maintenance du pipeline Tchad-Cameroun. L'accident s'est produit à 60 km de Nangaïboko dans la forêt de Bibé. Et 4 jours plus tôt, c'est 7 personnes qui perdaient la vie dans une collision sur l'axe Yaoundé-Bertois. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information. Merci de nous accueillir chez vous. Serge Pelé-Onana, chef service météo dans la région du littoral. Il est en service à la délégation régionale des transports. C'est notre invité, Serge Pelé, bonjour. Bonjour Madame Naossi, et ravi de vous retrouver. Bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs de plus en plus nombreux. Ce n'est pas la première fois que vous nous manifestez votre amitié en acceptant notre invitation. Absolument. Merci également pour la confiance accordée. Alors, depuis mercredi dernier, toutes les attentions sont focalisées sur ce crash qui a endeuillé près de 11 familles. En tant que météorologue, quelle a été votre première réaction? Eh bien, avant d'évoquer la casquette de météorologue, vous me permettrez, Madame Naossi, de présenter l'état d'esprit du citoyen camerounais qui est affecté, profondément affecté, par la disparition de ces 11 citoyens camerounais compatriotes au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir le cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. On n'avait pas besoin d'une nouvelle comme celle-là qui vient endeuiller la nation et qui vient rappeler que la mort, la grande faucheuse, est toujours proche. Et il faut tout de même, d'entrée de jeu, saluer la présence du gouvernement, représenté par le ministre camerounais des Transports, M. Jean-Ernest Massénanga-Lebibé, qui accompagnait son ministre délégué, M. Njoya Zakariaou, qui ont fait l'effort de se retrouver sur le site, sur les lieux. Ce n'était pas évident au regard de la position géographique, l'enclavement de la zone sinistre, la zone sur laquelle est atterri cet aéronef. Et vous avez vu que les deux membres du gouvernement étaient en noir. C'est un symbole très fort. Et c'est la deuxième catastrophe, il faut le dire, aéronautique qui fait mal au Cameroun, après celle de Banga Pongo en 2007. Et je vous précise, Madame Naossi, que c'était également au mois de mai, dans la nuit du 4 au 5 mai, où la compagnie Kenya Airways avait donc subi un sort similaire avec un bilan plus lourd de 250 morts, dont 34 Camerounais. Justement, sans vous couper, à cette période-là, on indiquait des problèmes météorologiques. Tout à fait. Pour le cas d'espèce encore, ce sont des causes similaires qui sont indexées. J'ai envie de vous demander, que font les services météo? Les aéronefs, les avions qui décollent, font-ils fi des prévisions météorologiques? Oui, avant d'y arriver, Madame Naossi, je voudrais qu'on reste dans la logique du recueillement. On aura le temps. Le ministre des Transports a d'ailleurs ouvert une enquête pour établir la lumière de ce qui s'est réellement passé. Mais il me semble très tôt, maintenant, de commencer à savoir est-ce que c'est la météo, est-ce que c'est... Parce qu'on aurait, selon les sources qui annoncent justement une cause qui semble se rapprocher de la réalité, on évoquerait, je veux parler au conditionnel, pour être très prudent, parce qu'une enquête a été ouverte et il ne me revient pas ici d'établir les faits. Donc, on attend les résultats de l'enquête, mais on parle d'un problème de communication entre justement les contrôleurs de la circulation aérienne et l'aéronef. Cette communication aurait été brouillée par l'orage, je dis encore aurait. Donc pour moi... Là, nous retournons toujours dans la météo. Voilà, on revient toujours dans la météo, mais je continue de penser que l'enquête a été ouverte. Je n'ai pas la qualité ni l'autorité de dire plus. Je voudrais davantage qu'on soit dans la logique du recueillement, du deuil, parce que les familles sont
profondément abattus, ont été éprouvés. C'est une mort soudaine qu'on n'attend pas. Ce n'est pas un parent qui était malade et qui a eu une longue période de maladie. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on peut s'attendre au pire. Mais là, vous avez des compatriotes qui étaient en exercice et qui sont partis d'une manière brutale. À partir de ce moment-là, c'est le deuil. On pleure d'abord. On compatit, comme le ministre des Transports non du gouvernement l'a rappelé, en indiquant par la même occasion les condoléances du président de la République et du gouvernement aux familles durement éprouvées et en traduisant toute la solidarité du Cameroun et des citoyens camerounais face à cette douleur très très profonde. Nous avons observé le recueillement comme tous citoyens, mais en tant que médias, nous avons essayé de fouiller à travers nos sources pour investiguer, comprendre un peu plus vite ce qui s'est passé ou ce qui se serait passé. Alors d'après nos sources, l'avion a décollé à Yaoundé à 10h44 et à cause des mauvaises conditions météo, il est revenu à Simalène à 11h30 et c'est à ce moment qu'il décide de modifier son plan de vol pour décoller à 12h46. Le dernier contact avec la tour de contrôle de Yaoundé-Simalène est intervenu à 13h07. Eh bien, nos envoyés spéciaux se sont dépêchés sur les lieux. Ils ont accompagné les ministres des Transports, ministres délégués des Transports et autres autorités de la nation à Bibé. Delphine Fonkou-Téné. Un après-midi du mercredi 11 mai 2022 au petit village Mbon, pas ordinaire. Donc l'avion tournait, ça tournait. Nous on s'est posé la question que qu'est-ce qui se passe? Questionnement, étonnement. Et pourtant ici, le passage des avions est un indice temporel. C'est ça qui nous donne l'heure ici, là, les heures ici. Quand on part au champ, on connaît que Pabla est passé ou Korko est redescendu ou il est monté. L'aéronef ne cesse de ronfler sur place. Il pleut des cornes. Quelque temps après, survient un grand bruit. Tellement les bruits. Moi, j'ai demandé à monsieur, mon mari, que tu as suivi ça? Il dit oui. J'ai dit, c'est quelle bille de bois qui peut tomber comme ça, là, que ça. Donc, c'est comme plus bref, bon. Inexplicable. Disparu du contrôle GPS depuis 14 heures ce jour, après avoir quitté l'aéroport international de Yaoundé-Simalène plus tôt, précisément à 12h46, cet appareil aérien est recherché durant toute la soirée. Alerté, les autorités du village mobilisent les populations au petit matin. Le chef a dit qu'il nous demande d'entrer en brousse dans tout le village. C'est l'hélicoptère qui a tourné. J'ai dit à mon petit frère que quand tu vas là, à partir du moment là où l'hélico tourne sur place, là, c'est là qu'il y a le drame. À la recherche du lieu exact du drame, ces morceaux d'avion éparpillés dans la forêt renseignent ces riverains qui finalement découvrent où s'est produit l'irréparable. Moi-même, j'ai vu, c'est-à-dire les corps méconnaissables. C'était une motte, par exemple, d'une viande brûlée. Malheureusement, tous les 11 occupants ont péri. Au rang de ceux-ci, 2 personnels de l'équipage, dont une dame, et 9 ouvriers de l'entreprise Côte-Co. Descendus sur les lieux ce 12 mai, la délégation instruite par le chef de l'État et pilotée par le ministre des Transports salue la bravoure des villageois de Mbom. Les populations de cette bourgade ont montré leur sens civique et leur volonté d'accompagner les œuvres du gouvernement. Qui sans cette population, je tiens à le dire, nous serions encore en train de mener les recherches. Donc c'était une mobilisation exceptionnelle. Nous voulons vraiment leur dire merci. Sur place ici, les forces de police, gendarmerie, sapeurs-pompiers sont mobilisés. L'enquête est officiellement ouverte. Nous avons pu récupérer les 2 boîtes qui vont nous permettre, vont nous édifier sur les circonstances exactes de cet accident. Et à partir de ce moment-là, l'information donnée par l'autorité aéronautique, le ministère des Transports va prendre le relais pour mener véritablement l'enquête. Des restes des disparus qui ont pu être collectés sont acheminés à la morgue de Nanga et Boko. À votre suite, Delphine Fonkou-Téné, nous rappelons que l'avion était piloté par la Nigériane Adouayi Eouga. Elle était donc aux commandes de cet aéronef.
Retour sur ce plateau avec notre invité. Vous avez regardé les images. Je vous ai entendu parler de zones de turbulence. C'est dangereux pour les vols. Effectivement, là, je retrouve la casquette de météorologue cette fois-ci. Heureusement. Après le recueillement, on peut continuer le travail. On peut continuer. En tout cas, on peut réfléchir le recueillement. Et la douleur ne nous empêche pas tout de même de pouvoir réfléchir et de mettre en avant la science. Alors, il faut dire que comme nous l'avons dit, Madame Naoussi, lors de la journée mondiale de la météorologie qui s'est célébrée le 23 mars dernier, nous avons rappelé l'intérêt de la météo. D'ailleurs, le thème, c'était alerte précoce, n'est-ce pas, en vue de la prévention des catastrophes d'origine météorologique. Et justement, nous avons rappelé l'intérêt des prévisions météorologiques pour justement protéger les personnes et les biens contre les catastrophes d'origine hydrométéorologique, certes, mais aussi les catastrophes dans les transports. Et vous vous souvenez que nous avions parlé des catastrophes aériennes, qui sont également généralement récurrentes. Et le Cameroun a d'ailleurs, et on peut saluer à ce niveau-là, les autorités en charge de l'aviation civile de notre pays, très peu de cas d'accidents aériens. Mais lorsque cela survient, les causes météorologiques sont souvent avancées. Et comme le reportage l'a indiqué tout à l'heure, l'avion a fait des tours en altitude parce qu'elle cherchait la bonne direction, étant déconnectée, n'est-ce pas, de la radio, de la tour de contrôle. Exactement. Il fallait donc chercher une issue. Et il faut dire que, Madame Naoussi, la météo en altitude n'est pas la même que celle que nous vivons sur Terre. Parce que l'avion qui est positionné au décollage, le poids qu'il a est un poids normal, puisqu'il est sur le sol. Mais maintenant, plus il s'éloigne du sol, plus ce poids diminue. Donc l'avion devient très léger en altitude et donc très exposé aux paramètres météorologiques très dangereux comme les vents violents, n'est-ce pas, en altitude, qui peuvent, lorsque la direction n'est pas bien donnée ou elle n'est pas bien reçue, perturber sa trajectoire. Alors, nous allons revenir sur le cas de Mbanga Pongo, vous faites bien de le rappeler. C'était en 2007, justement. On a connu un autre crash d'avion, c'était un hélicoptère de l'armée camerounaise à Bamenda, dans le nord-ouest, en 2019. Fort heureusement, il y a eu des survivants, mais nous sommes en 2022 et on remarque justement qu'il y a des zones de turbulence. Y a-t-il des trous, je ne sais pas si on utilisera le terme trou d'air, il y en a assez dans le ciel camerounais, y en a-t-il assez? Y a-t-il des zones où il ne faut pas s'hasarder? Naturellement, et je crois que nous avons le bras séculier de l'État, qui est la Cameroun Civil Aviation Authority, l'autorité aéronautique du Cameroun, qui est également qui travaille dans ce sens. Nous avons également la SECNA, qui est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui a la responsabilité de définir les routes du ciel, Madame Naoussi. Parce que ce que vous évoquez, votre question renvoie aux routes du ciel. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur Terre, la route est physique. Nous voyons très bien, lorsque nous devons nous déplacer d'un point A, un point d'origine vers un point de destination, la route est matérialisée. Voilà. Elle a des panneaux de signalisation qui sont verticaux, qui sont horizontaux, à travers des marquages sur le long de la route. On a un ensemble d'indicateurs. C'est le même phénomène qui se produit également en altitude. Il y a des routes du ciel. Le pilote qui est dans l'avion doit être renseigné, il doit être guidé. On doit guider l'aéronef en altitude et il doit pouvoir connaître quelle est sa route depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Et c'est le rôle de la SECNA qui, donc, par des mécanismes qu'on ne va pas développer ici, n'est-ce pas, peut donc conduire l'aéronef d'un point A vers un point B en toute sécurité. Maintenant, il peut indiquer donc les zones à risque, n'est-ce pas, à travers donc un ensemble de dispositifs, n'est-ce pas, qui est donc mis en place le long de l'itinéraire. Et on peut conclure que les perturbations météorologiques peuvent saper cette communication entre l'aéronef et la tour de contrôle, si nous en tenons au cas d'espèce. Oui, absolument. C'est-à-dire que là, on était dans une situation où le pilote, justement, n'était plus informé. Donc, il a perdu sa route. Il a perdu sa route, absolument. Il est devenu vulnérable. Vulnérable.
Donc, il évolue à l'aveuglette, pratiquement. C'est comme un aveugle Oui. à ce moment-là, qui ne sait plus quelle direction prendre, et c'est pourquoi il faisait du surplace. OK. Voilà. Alors, les boîtes noires ont été retrouvées, des enquêtes ont été ouvertes, comme on a entendu le ministre en charge des Transports le dire à Bibé dans ce reportage de notre envoyé spécial Delphine Fonkou-Téné. Eh bien, d'une catastrophe à une autre, on l'a vécu dimanche dernier sur l'axe Yaoundé-Bertois. 7 personnes qui perdent la vie à la suite d'une collision. C'est une voiture Prado tentant d'esquiver un nid de poule, se retrouve nez à nez avec un porte-char. Le drame s'est aussitôt produit et le conducteur du porte-char a pris la clé des champs. Pour l'instant, il reste introuvable. Je vous propose d'ailleurs quelques réactions des villageois de Mbouka. Nous aurons justement ces villageois de Mbouka qui ont été rencontrés par notre correspondant Kizito Koumaï à l'est du Cameroun. 15 heures, on a suivi un bruit vers le marécage au bosquet. Un bruit tellement effrayant. C'est un frère qui remontait avec la moto qui nous dit qu'il y a eu un accident en bas et il y a eu trop de corps. Quand nous nous sommes déportés pour aller constater ça de nous-mêmes, on a trouvé le camion au milieu de la route, la Prado derrière le camion, et avec les corps déposés un peu de part et d'autre, 6 corps. Il y a eu un accident grave, mortel ici dans notre site du pont Chadentong. Oui, 7 morts. Bon, on a trouvé 6 morts sur place. Le chauffeur est mort à l'hôpital. On a fini d'enlever les corps. À 18h30, on était à la morgue. À 23h, on était déjà au village. Actuellement, nous sommes en train d'enlever le camion qui a barré la route pour que la circulation puisse passer sans problème. Eh bien, selon l'association Sécuroute qui s'emploie à la sensibilisation routière, les accidents de la circulation au Cameroun sont essentiellement causés, entre autres, par le mauvais état des véhicules, mauvais état des routes, des erreurs de conduite, car il y a des transporteurs qui ont des permis obtenus auprès des inspecteurs corrompus sans jamais fréquenter une auto-école. Ce sont justement les observations de Sécuroute. Serge Pelé-Onana, le ministère des Transports pour lequel vous travaillez, a comptabilisé en 2021 3000 personnes mortes des suites d'accidents de la circulation sur la route. On parle de plus de 3000 personnes. Le pic a été l'accident sur la route de Sanchou, où 52 personnes ont péri. C'était en février 2021. Et le ministère des Transports a décidé d'engager des mesures pour que d'ici 2026, ce bilan soit réduit de moitié. Alors, quelles sont les stratégies de cette politique nationale de sécurisation des routes pour qu'on n'ait plus à vivre ce type de carnage? Très bien, Madame Naoussi, je voudrais d'abord corriger quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure concernant le permis de conduire. Je dois vous dire, pour être cadre au ministère des Transports, à la délégation régionale plus particulièrement, que le système de délivrance et d'établissement du permis de conduire, d'organisation même de l'examen de permis de conduire, est crédible. Il est crédible. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est informatisé. Et aujourd'hui, le permis ne s'obtient plus par un coup de fil, comme on l'avait vu il y a longtemps. Par le passé? Par le passé, quand on avait un système manuel. Aujourd'hui, pour avoir votre permis de conduire, vous devez être inscrit dans une auto-école, reconnue, agréée par le ministère des Transports. Vous devez présenter l'examen de permis de conduire. Vous devez être présent à l'examen. Si vous n'êtes pas présent, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir l'examen. Vous êtes présent et réussir à l'examen. S'il y a des bandits qui arrivent à détourner de l'argent dans des banques en sapant le système informatique, ce n'est pas
Non, le non, système dans le cas du permis de d'espèce, conduire du non, Cameroun Madame qui ne pourrait Naoussi, pas je connaître... peux vous rassurer que si vous n'avez pas la note qui vous permet d'être admissible à la pratique, à l'écrit, une fois que vous êtes présent, vous ne serez pas à la pratique. Maintenant, à la pratique, vous devez également démontrer votre savoir-faire dans les différentes rubriques, c'est-à-dire l'expertise, le contrôle du véhicule, les différentes composantes d'un véhicule, comment monter une roue lorsqu'elle s'est crevée, etc. Vous avez la deuxième rubrique qui est le tour de ville. Vous avez ensuite le créneau, c'est-à-dire comment manœuvrer, marche arrière, par devant, et éviter des obstacles, etc. Donc, vous avez un jury impartial qui vous évalue et vous devez Je veux comprendre, être admis. il n'y a aucune possibilité de pirater le système informatique. Absolument pas. Ça Parce que n'existe c'est- pas chez vous. En tout cas, pour le Pas de moment, brebis galeuses. pas du tout. Donc, c'est déjà Nous- un premier élément Oui. qui démontre très bien que le ministre des Transports ainsi que le gouvernement travaillent à ce que le permis de conduire soit fiable, que les détenteurs de permis de conduire soient des gens bien formés. Et cela ne s'arrête pas seulement aux candidats à l'obtention du permis. La formation concerne aussi les formateurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'un CAPEC, certificat d'aptitude, Oui. n'est-ce pas, à la conduite automobile. Ils sont également évalués par le ministère des Transports, qui également s'assure de la sélection des jurys qui vont examiner les candidats Et quid des à travers voitures un test qui est organisé de admettons façon que- moderne. Admettons Voilà. que tout soit parfait en Oui. ce qui concerne le système de détection des permis de conduire, désormais. Mhm. Que dire du mauvais état des voitures qui sont aussi en circulation et qui causent des accidents de la circulation? Voilà, avant d'arriver aux voitures, je voulais finir avec le permis pour dire que le permis aujourd'hui est informatisé avec un cachet de sécurité. Ça, on l'a La compris. dernière, tout à fait. Maintenant, pour les véhicules, là aussi, la politique du gouvernement, représentée par le ministère des Transports, est très, très perceptible. Les avancées sont considérables. Je vais prendre l'exemple de l'instauration de la vignette automobile numérique, n'est-ce pas, Oui. qui permet un contrôle automatisé, n'est-ce pas, des véhicules. Vous avez donc des véhicules aujourd'hui qui, à travers cette nouvelle réforme, ont de la peine à échapper au contrôle technique de véhicules parce que ce contrôle est numérisé, n'est-ce pas? C'est une vignette qui est automatisée, qui permet donc que lorsque le conducteur détient cette vignette-là, il a justement la garantie d'une sécurité. On ne va pas dire que le risque zéro existe, mais le véhicule est apte techniquement à prendre la route. Ok, c'est très beau. Ça suppose qu'on n'aurait plus d'accidents de la circulation puisqu'on continue d'en compter. Oui, malheureusement, on continue à en compter et cela est à déplorer, tel que nous venons de le voir dans le reportage. Mais le travail n'est pas fini. Nous continuons à nous mettre en action. Vous avez constaté qu'il y a une nouvelle tenue. J'ai parlé davantage des axes prioritaires Mhm. sur lesquels vous travaillez désormais. Parce que 2026, c'est dans 4 ans ou dans 3 ans et demi. Mhm. Comment parviendrez-vous à réduire de moitié le bilan qu'on a connu en 2021? 3000 morts, ça fait partie des records en Afrique quand même. Effectivement, c'est un serpent de mer, l'insécurité routière. Donc, il n'y a pas de pays où ce problème ne se pose pas. Même dans les pays qui disposent d'une technologie plus avancée que la nôtre, le problème existe, mais l'intérêt ici, c'est de voir quels sont les progrès, quelles sont les avancées qui sont observées. Je vais vous prendre un autre exemple concret, Madame Naoussi. Vous avez souvenance que le ministère des Transports a lancé une opération de contrôle des voyages en partenariat avec Camtrack, la société Camtrack, et l'opérateur MTN, qui permet... Sans publicité. Hein? Sans publicité, naturellement, qui permet donc, pendant le trajet, d'avoir l'attitude du chauffeur, de savoir pendant le trajet comment est-ce que le chauffeur se comporte. Est-ce qu'il est ivre? Est-ce qu'il a une vitesse anormale? Est-ce qu'il est distrait? Est-ce que autour de lui, il subit des influences négatives? Et ce contrôle se fait en temps réel. Avec justement un dispositif de suivi centralisé, n'est-ce pas, à la fois au niveau de la compagnie de voyage, mais aussi au niveau du ministère des Transports. Et cette expérience nous a permis de limiter des accidents de la circulation en grande quantité, n'est-ce pas? Et puis, cette phase expérimentale a permis donc de valider le processus
qui va s'intensifier et s'élargir dans les autres agences. En tout cas, qui va toucher le maximum de compagnies de voyage dans notre pays. Merci beaucoup, Serge Pélé-Onana. On comprend que c'est un travail qui requiert une synergie d'action, puisque on a des voix qui ont eu la triste réputation de triangle de la mort au Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Ce sont des routes construites il y a près de 40 ans. Le trafic n'était pas le même. Si nous prenons par exemple la route Douala-Bafoussam, ce sont des nids d'éléphants de part et d'autre. Et quand vous voyagez la nuit, vous priez tout le long du trajet parce qu'il y a des gros trous de part et d'autre. Alors, il y a des gros porteurs qui justement roulent, qui sillonnent ces axes-là. Et on a envie de dire que tous les accidents sont causés par le fait de l'homme, mais il y a aussi l'infrastructure routière qui reste à revoir. Totalement. Eh bien. Et à ce niveau, Madame Naoussi, vous me permettrez de dire que il y a également une interpellation au niveau des travaux publics qui ont la charge de se rassurer que nos routes sont bonnes, sont en bon état et qu'elles sont des routes qui ne tuent pas. Parce que l'artiste dit que la route ne tue pas. Mais c'est nous qui tuons. Mais dans le cas d'espèce, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent du fait de l'étroitesse des routes. Donc c'est en même temps un plaidoyer pour que des efforts soient également faits sur ce plan-là et qu'il y ait un accompagnement plus visible de cette administration aux côtés que les routes soient aménagées en tenant compte du nouveau niveau de trafic sur nos routes, justement. Alors, nous allons sortir de cette série noire pour parler de la délinquance juvénile qui devient meurtrière dans nos écoles. Les élèves et enseignants sont poignardés et des avis s'accordent à dire que l'éducation basique acquise en famille est désormais questionnable. Je vous propose d'ailleurs cette série de reportages. Personne ne saura peut-être jamais avec précision ce qui s'est exactement passé dans cette forêt sacrée cette matinée de mardi. Même pas ces premiers témoins interpellés par les cris de détresse du jeune garçon saignant abondamment. La scène s'est passée tout juste devant moi du côté de la route. Là, on a vu un jeune homme sortir de la forêt. Là. Il est tombé au goudron. On croyait peut-être que c'était la moto qui l'est cogné. On a vu, il n'y avait pas de moto. Il disait « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Il saignait partout. Il y avait le taulier et le mécanicien. On a couru vers la route, lui porter. Il y avait le sang qui saignait par les narines, la bouche, partout sous lui. On les transportait jusqu'à ici. Le jeune François-Xavier Goda, âgé de 18 ans, élève en classe de l'OR6 Science au lycée bilingue de Bafoussam, venait de terminer son examen quand il a emprunté cette voie pourtant réputée dangereuse pour retourner à la maison. Il a composé ce matin de 8h à 10h et il était de retour à la maison puisqu'il est poignardé comme ça à moins de 100 mètres de leur maison. C'est une route dangereuse qu'il a empruntée et il a trouvé la mort sur le chemin. Selon les médecins, le coup de poignard reçu dans le dos a causé une énorme perte de sang avant son arrivée dans le centre de santé King Place, situé à quelques mètres de là. Quand il est arrivé, les yeux étaient déjà... Oui, aucun paramètre donné. Il saignait de tous les orifices. Et donc il a saigné à travers le thorax. Puisque le médecin légiste a même... on a pensionné. On a vu que le sang venait plutôt du thorax. Le lieu du crime est classé comme zone rouge à Bafoussam. Les parents de l'enfant ne comprennent jusqu'ici pas son choix de passer à cet endroit pour retourner à la maison ce jour. Et nous avons l'habitude de sensibiliser tous nos enfants de ne pas emprunter ces routes parce que régulièrement c'est une voie où les enfants sont violentés, agressés. Et là, ces aînés qui sont passés là-bas, qui ont été victimes et qu'on a volé des téléphones. Une fois, on a donné interdiction. C'est un enfant très assidu. C'est comme on peut dire, tu appuies sur un bouton d'ordinateur, il exécute à la lettre. Tu l'envoies pas, il revient sans regimber, très ponctuel. Toujours enfermé dans sa chambre, toujours en train de réviser, toujours en train d'apprendre. Vraiment, c'est un exemple d'enfant que nous perdons comme ça. Pour l'instant, la gendarmerie nationale a procédé à quelques interpellations de suspects encore en exploitation. Fouille inopinée de 16 élèves par leur surveillante générale. La pratique fait partie des nouvelles mesures prises par l'administration
du lycée Mongo-Joseph de Douala. Comme ici, de nombreux établissements à travers le pays ont renforcé leurs mesures et dispositifs sécuritaires. Dès l'entrée du portail, nous procédons à une fouille systématique. On vérifie les ongles, parce qu'avec des ongles, on peut arracher les yeux à un élève. Et dès le portail, on regarde, est-ce que vous avez les cuissons? Oui. Est-ce que vous avez la vignette? Ça, ce sont nos signes distinctifs. On a les caméras de surveillance qui jouent aussi un rôle de vigilance et de surveillance. Face à la recrudescence des cas de violence en milieu scolaire, les autorités éducatives redoublent de vigilance. Les élèves sont désormais les principaux acteurs de cette discipline à l'intérieur comme à l'extérieur des campus. Il y a eu la mise sur pied ici chez nous, une unité qu'on appelle TAX. Une unité Task Force One qui a pour objet de traquer toutes les actions qui tendent à aller dans le sens de la violence en milieu scolaire. Dans ces actions, on a les élèves qui sont constitués en points d'information et de liaison. Ils appellent également à l'implication des parents dans le suivi de l'éducation de ces enfants. La famille a baissé les bras. On ne prend plus soin de nos enfants. Donc nous demandons aux parents de reprendre en main leurs enfants. Depuis 2019, c'est près de 15 cas de violence scolaire enregistrés dans divers établissements à travers le pays, ainsi que de nombreux actes de dépravation des mœurs. Des faits qui justifient la mise en œuvre de telles mesures en vue d'assainir ce lieu de formation et d'acquisition des connaissances. L'argent à tous les prix, sans fin, ni relâche. Les parents courent à longueur de journée vers la quête du matériel. Par contre, le temps consacré aux enfants s'est réduit. C'est que mon temps de la maison est très peu. Donc quand j'arrive à la maison, j'ai quelques minutes pour seulement dormir. Parce que je quitte très tôt le matin et je suis en train de rentrer parfois à 21h, 22h. Sur 24 heures de la journée, juste un peu de temps profite aux enfants. La distance est créée par l'occupation journalière et la barrière renforcée par l'absence prolongée. Plusieurs parents deviennent des étrangers dans leur propre domicile. Il n'a pas le temps de me connaître. Ça fait évidemment que l'enfant, même à ce qui concerne le comportement de l'enfant, il acquiert d'ailleurs que de ses parents, en fait que de moi. Et je comprends que je n'ai pas le choix. Mais a-t-on réellement le choix? On relativise la réponse. Si je ne fais pas comme ça, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas se nourrir. Pour le confort, les enfants s'auto-éduquent et parfois, c'est le voisin qui renseigne sur leur comportement. Le problème parfois qui est trop sérieux que tu vas peut-être entendre dans la bouche de voisin que l'enfant avait fait telle chose ou ceci. Mais on essaie quand même de régler avec les voisins. D'aucuns ne s'ennuient pas. Ils se baladent partout avec les enfants. Au marché, on apprend déjà à ce bout d'homme à taper dans la bouteille. Alors, Serge Pelé-Onana, si tant il est vrai que la jeunesse est le fer de lance de la nation, il est quand même fort à craindre pour l'avenir, non? Au regard de l'ambiance délétère dans nos établissements scolaires, notamment avec nos enfants, nos jeunes. Ah oui, il y a vraiment à s'inquiéter. Je crois qu'il faudrait que l'école reprenne sa place dans notre société. Parce que, voyez-vous, Madame Naoussi, l'école, c'est le lieu de brassage des cultures. C'est le lieu où on rappelle à chaque jeune sorti d'une famille qu'il est égal aux autres. Parce que quand vous voyez la tenue qu'on met, par exemple, dans l'enseignement secondaire, à partir du lycée, c'est une tenue identique pour toutes les catégories d'enfants, quelle qu'en soit leur origine ethnique, quelle qu'en soit leur position sociale, quel qu'en soit, bien entendu, le pouvoir de leurs parents en termes politiques. Donc, c'est pour dire que c'est un lieu où des valeurs sont transmises. Des lieux de socialisation. Absolument. Et c'est un lieu également où on bâtit l'avenir. Vous avez parlé du fer de lance de la nation. Et ce n'est pas de cette façon qu'on va bâtir l'avenir. Alors, on a des armes blanches qui se substituent aux fournitures scolaires
des enseignants sont poignardés, des camarades de classe sont poignardés. Serge Pelonana, où est-ce qu'on a échoué? À quel niveau la société a-t-elle échoué? La société, je veux croire qu'elle n'a pas encore échoué, la société camerounaise. Qu'elle est en Les train... résultats semblent dire le contraire. Voilà, nous sommes dans une zone de turbulence, n'est-ce pas? Notre société traverse une zone de turbulence parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a 30 ans, Madame Naoussi, il y a 20 ans même, il y a même 15 ans, quand nous autres, on était encore au lycée, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Je pense que l'État, la responsabilité de l'État est mise en cause ici au niveau de l'encadrement de ce que nous importons de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous embrassons tout. Les enfants sont exposés à tout. On ne reproduit que ce qu'on a vu. Voilà. Et entendu. Et entendu, forcément. Parce que cela influence d'une manière ou d'une autre. Il faut filtrer. Le comportement, il faut filtrer. Il faut filtrer. Censurer. C'est-à-dire qu'on s'est jeté dans la mondialisation, c'est-à-dire que corps et âme, et entraînant les enfants avec. Et aujourd'hui, les conséquences commencent à être très, très inquiétantes. Nous parlions davantage des stratégies pour limiter cette violence qu'on observe au sein de la jeunesse camerounaise. Je prenais d'ailleurs le cas d'un pays, en Finlande, qui a financé les femmes, payé les femmes pour qu'elles restent à la maison, encadrer les enfants. Parce qu'au demeurant, la ménagère n'a pas la même influence sur l'enfant. L'enfant ne perçoit pas les remontrances de la ménagère au même titre que la maman. Donc, ça fait partie des solutions qui ont été opérées ailleurs. Ben, de toutes les façons, le problème est crucial et toutes les parties prenantes de la société se mobilisent, sont interpellées pour qu'on en sorte. Et en ce niveau, si vous me permettez, Madame Naoussi, je voudrais également mettre en avant le rôle des parents qui ont la responsabilité, qui sont les premiers modèles de leur enfant. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant arrive à l'école, il observe ce qui se passe en famille. Et comme on a coutume de le dire, la famille, c'est le noyau de la société. Et donc, il faudrait davantage qu'au niveau de la famille, que les parents soient exemplaires. Parce que si l'enfant voit papa taper sur maman tout le temps, d'accord, ou alors maman agresser verbalement, parce que les hommes aussi sont violents. Il va copier naturellement cet exemple. Il va se dire que c'est normal, et demain il sera également un parent violent, ou alors une maman violente. Ok. Cette semaine également, le Cameroun a vécu avec beaucoup de surprises. Certains l'ont reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, d'autres pas. Il s'agit de l'interdiction désormais d'exclure des jeunes filles qui tomberaient enceintes durant leur cursus scolaire. Je vous propose ce reportage de Lille Piéjou et de Janice Kamga qui ont rencontré des éducateurs, l'homme de la rue, pour avoir leur perception de cette décision du ministre des enseignements secondaires au Cameroun, Nalova Lyonga. C'est une révolution de l'ère Nalova Lyonga. Par la circulaire du 22 avril 2022, la ministre des Enseignements secondaires vient abroger plus de 40 ans de conservatisme. Veuillez considérer les mesures ci-après. 1. Permettre à l'élève enceinte de poursuivre ses études jusqu'à 26 semaines, après quoi elle pourrait solliciter un congé de maternité. 2. Autoriser les élèves enceintes à retourner à l'école après l'accouchement si les conditions relatives à la santé, le travail, l'âge et la discipline sont réunies. 3. Appliquer les mesures si l'auteur de la grossesse est un élève. 4. Mobiliser toutes les ressources disponibles pour apporter le soutien psychosocial et psychologique aux élèves concernés. 5. Prendre les mesures disciplinaires appropriées contre tout professeur ou personnel responsable de la grossesse d'une élève. Sur le terrain, les réactions sont mitigées face aux nouvelles mesures. Dans cet établissement privé du quartier Etoudi à Yaoundé, le principal n'y voit aucun inconvénient. Nous le rencontrons alors qu'il était d'ailleurs réglé les formalités administratives relatives aux épreuves physiques du brevet pour une élève de classe de 3e enceinte. La grossesse n'est pas un obstacle. Il faut juste savoir comment guider. Lorsque l'enfant est psychologiquement prêt dans sa tête ou prête, ça veut dire que l'enfant sait comment évoluer. Pour lui, cet acte administratif convoque le caractère social de l'école et un encadrement plus pointu de toute la communauté éducative.
Dans cet autre établissement privé, la philosophie n'est pas du tout la même. Ici, on compte en moyenne 6 grossesses par an. L'administration redoute avec cette mesure que la retenue et la peur du gendarme cèdent la place au libertinage. Lycée maternité, collège maternité, nous allons nous transformer tous en infirmiers. De plus, qu'en est-il du cadre d'implémentation de cette mesure? Et si un accident survient, il faudrait que tous les établissements aient des infirmeries pour que nous puissions suivre ces demoiselles-là. La décision semble aussi peu populaire auprès de certains proviseurs contactés ce jour. Ces chefs d'établissement souhaiteraient que la tutelle s'imprègne un peu plus des réalités du terrain. Une missive serait en gestation pour que la ministre des Enseignements secondaires reconsidère sa position. Élève mère, Blandine faisait partie de cette catégorie d'apprenants dans la ville de Douala. Elle a affronté le baccalauréat avec une grossesse arrivée pendant son cursus scolaire. Une expérience traumatisante. Traumatisée au début, c'était un peu le cas, mais après, l'entourage m'a recadré. Autre recadrage lié à cette grossesse en milieu scolaire, celui de Nalova Lyonga. La ministre des Enseignements secondaires interdit l'exclusion des jeunes filles enceintes dans leur établissement. Leur mise en congé de maternité intervient désormais à partir de la 26e semaine de grossesse. Une décision très mal accueillie par les élèves eux-mêmes. Je pense que cette idée n'est pas vraiment la bonne parce que nous sommes une génération, nous nous préparons pour une génération future et nous devons plutôt sensibiliser les jeunes à plus se contrôler. Je pense que cette décision est défavorable pour la jeunesse parce qu'elle va inciter davantage les élèves, les jeunes filles à aller porter des grossesses. Pour les parents, c'est une belle manière de lutter contre les avortements. Ce fléau traumatisait des enfants et on avait des filles qui allaient chercher des moyens pour pouvoir avorter. Des erreurs, il y en a, tout le monde en commet. Et justement, si on met la priorité sur l'éducation, l'enfant qui est passé par cette étape va se rendre compte qu'effectivement, il y a eu une erreur, mais qui est rattrapé. J'appelle surtout tous les dirigeants de l'enseignement secondaire de mettre ça en pratique parce que vraiment, la jeune fille, l'éducation de la jeune fille, surtout au Cameroun, n'est pas facile. Il ne reste plus qu'au ministère des Enseignements secondaires de mettre les moyens dans ces établissements pour que la jeune fille puisse réussir ses études avec un bébé. Entre le risque d'encourager le laxisme et, d'un autre côté, favoriser la poursuite de l'éducation de la jeune fille qui tombe enceinte, il était temps de trouver un juste milieu ou pas? Je pense que le juste milieu était fondamental, Madame Naoussi. Et pour ma part, je salue la décision, la circulaire de Madame le ministre des Enseignements secondaires, signée le 22 avril dernier, qui vient recadrer la question des grossesses en milieu scolaire, dans les établissements publics et privés. Et j'ai anticipé tout à l'heure pourquoi. Parce que ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'il est également demandé de sanctionner les auteurs de ces femmes qui sont parfois leurs enseignants, parfois leurs camarades, parfois un aîné de la classe supérieure, parfois un détournement de mineurs qui provient parfois des chefs d'établissement. On a des cas comme ça là, et qui parfois s'en sortent totalement blanchis. Et la société jette juste l'opprobre sur la pauvre femme. Voilà. Et c'est une forme de violence, pour ma part. Il fallait qu'on en arrive là, il fallait absolument. C'est une forme de violence parce que la jeune fille se retrouve désemparée, elle ne peut plus continuer les cours, la société la regarde autrement. Le bonhomme continue ses activités, il continue, si c'est son camarade de classe, ses cours normalement. Mais on va devoir quand même continuer à sensibiliser davantage les jeunes filles. Voilà, donc on n'ouvre pas la voie en boulevard à l'acceptation, à l'encouragement des grossesses en milieu scolaire. C'est pas ce que ça veut dire. Pas du tout. À mon avis, il y a 3 grands intérêts dans cette décision. La première, c'est d'abord de lutter contre la déperdition scolaire de la jeune fille. Au moment où on a plutôt besoin qu'elle, comme l'homme, ait les mêmes chances, les mêmes opportunités. Une éducation inclusive. Absolument. 2,
ça permet également de concrétiser le maintien scolaire, qui est l'un des principes de base de notre politique éducative, qui voudrait que, quel qu'en soit votre statut et votre condition, que vous puissiez continuer l'école. Et la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état. Et donc, ça n'empêche pas à la jeune fille de continuer l'école. Troisième chose, sauf dans les cas qui ont été évoqués, puisqu'on mentionne un congé de maternité après la 26e semaine. Voilà, parce qu'on se dit qu'on est dans le 3e trimestre. Ensuite, on demande qu'après l'accouchement, elle ait la possibilité de reprendre l'école. Donc, le maintien scolaire. Troisièmement, enfin, Madame Naoussi, c'est promouvoir l'approche genre, l'égalité de sexe. Donc, on a parlé dans les objectifs de développement durable. On en a encore parlé dans le thème de la Journée internationale de la femme. Voilà, donc il me semble que c'est une décision à saluer. Ça ne donne pas cours ou ça ne donne pas le droit aux femmes, au libertinage, aux jeunes filles scolarisées, au libertinage, mais plutôt à celles qui se sont égarées, parce que on a le droit tous de se tromper, l'erreur est humaine, de retrouver à l'école un refuge, une source de reconversion. Merci beaucoup. Alors, nous allons rester dans le versant de l'école, cette fois-ci avec une chasse à l'homme qui est organisée par le ministère de l'administration territoriale à l'endroit des organisateurs du mouvement OTS. Dans un communiqué, une demande adressée justement au gouverneur des régions, il est précisé qu'on les identifie et les interpelle parce qu'ils seraient dans l'illégalité. Je vous propose ce compte rendu, cette lecture transversale de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, lu par Lille Piégeot. Identification des pseudo-représentants et adhérents des mouvements OTS, OTA. Paul Atangandji appelle les gouverneurs de région dans un courrier à l'identification systématique et à l'interpellation, le cas échéant, des signataires des tracts véhiculés sur les réseaux sociaux par les mouvements OTS et OTA. Le ministre de l'administration territoriale, dans cette même correspondance, déclare que certains enseignants se réclamant de ces mouvements ont été surpris en pleine réunion avec des responsables de partis politiques et ONG et leur échange n'avait aucun rapport avec les doléances des enseignants, mais plutôt des projets politiques à caractère insurrectionnel. La réaction de ces mouvements OTA, OTS et CEFCAM ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué conjoint, il remercie le ministre de l'administration territoriale d'avoir identifié et interpellé les infiltrés qui auraient pu détourner leur mouvement de revendication corporatiste. Revendications qui, selon eux, sont légales et légitimes. Les responsables de ces mouvements précisent que les mesures prises par le gouvernement camerounais sont totalement insuffisantes. Raison pour laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, essaye de trouver des solutions additionnelles et invite Paula Tangandji à œuvrer également dans ce sens et non verser dans un courant inverse. Le communiqué conjoint rédigé par ces mouvements appelle le gouvernement à cesser les intimidations et d'engager un dialogue franc avec les vrais représentants OTS, OTA, CEFCAM, CK et non plus avec ceux qu'il s'est choisis. Nous nous rendons dans le département du Noun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, pour vivre ce soulèvement populaire attribué à la vie chère. Les populations disent ne plus pouvoir s'offrir les produits de grande consommation tels le riz et d'autres produits. Reportage avec le concours de Dieu Anourdine, notre correspondant dans le Noun. Boutique fermée. Décor qu'offre la ville de Fumban durant la journée du mercredi 11 mai. C'est pourtant jour de marché. Le problème, c'est que les produits de première nécessité connaissent une flambée. Huile végétale, riz, poisson entre autres, ne sont plus à la portée des consommateurs. Et pour exprimer leur courroux, les conducteurs des engins à deux roues vont imposer la fermeture des commerces. Il y a un mouvement d'humeur dans la ville de Fumban par rapport à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Les populations ont voulu exprimer leur ras-le-bol par rapport à cela. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Un tour dans la ville de Fumban. Tout est paralysé. Circulation perturbée. Tout tourne au ralenti.
Les mécontents appellent les pouvoirs publics à contraindre les commerçants à pratiquer les prix homologués. J'ai trouvé qu'il y avait eu grève. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir vers vous, notre autorité, pour vous supplier de mettre paix dans ce problème. Il ne faudrait pas que le Noun fasse ce qui se passe ailleurs. Il faudrait que le Noun soit modèle. Que le Noun soit en paix. Nous, on vous supplie de mettre la paix sur les grèves d'aujourd'hui qui se passent. Le mercredi, comme ça, les gens se ravitaillent. Devant Langa, ça m'étonne, il y a eu beaucoup de femmes qui sont en train de pleurer, qui vont dormir aujourd'hui sans manger. Pour taire les tensions, le préfet a convoqué une réunion de crise en soirée. Des tensions observées une semaine avant l'organisation du cinquantenaire de l'unité nationale au Cameroun. Le 20 mai, c'est dans quelques jours, c'est dans 5 jours précisément. Eh bien, le thème de cette édition, c'est Forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. Je vous propose d'ailleurs ce reportage qui nous permet de vivre les préparatifs de la fête du 20 mai. David Sandio. Le pas alerte, ils battent le pavé ici à la base aérienne 201 de Douala. La gendarmerie nationale se prépare pour la 50e fête de l'unité nationale. Il faut multiplier les passages. Après les 2 passages, s'il faut continuer ou alors s'il faut marquer une pause. Pas de répit, puisque la gendarmerie aura 4 carrés de 81, plus un carré du drapeau. Les troupes commandées par le chef d'escadron Nami, épouse Icot, se déploient. Les Pandores mettent les bouchées doubles pour la réussite du défilé. Autre lieu, l'ancienne direction des douanes à Douala. Les Gabelous se préparent également pour la célébration du 20 mai. Ici, pas de place à la distraction. Balancement des bras, niveau épaule de celle qui est avant. Et puis je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alignement à gauche, guide où? Et le guide, ce n'est pas celui qui est au fond, le guide, c'est celui qui est juste à ma droite. L'administration des douanes veut également d'une marche réussie le 20 mai. Nous sommes déjà fin prêts, notamment en ce qui concerne les parties du défilé militaire. Les agents déjà dans les rangs ont déjà assimilé un certain nombre de techniques. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes fin prêts pour les sonorités qui devront se tenir dans les jours qui viennent. Que ce soit à la gendarmerie ou encore à la douane, le temps est au préparatif de la fête de l'unité nationale. Ça c'est pour les jambes. Maintenant pour les bras, pareil. Un défilé que vont vivre les Camerounais après 2 années d'interruption due à la pandémie à coronavirus. Les effectifs ne seront pas forcément les mêmes selon le patron de ce corps, M. Barngagele justement. Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il y aurait un défilé motorisé, 4 carrés de 149 personnes. Mais sur l'ensemble du territoire national, les préparatifs vont bon train. Alors, puisque nous parlons de l'unité nationale du Cameroun, le thème il est connu, la problématique de l'unité du Cameroun reste d'actualité. Qu'est-ce qui devrait consolider l'unité nationale au Cameroun? Et à votre avis, qu'est-ce qui la perturbe? Pour moi, la réponse est très simple. Hein. Ouais. Je vais d'abord dire que pour revenir sur ce par quoi on a commencé, oui. Le ministre des Transports a salué dans le reportage la forte mobilisation des populations pour secourir les passagers de l'aéronef écrasés dans la Haute-Sanaga. Et cet élan de cœur témoigne bien que les Camerounais sont soucieux les uns pour les autres. Ça, c'est un état d'esprit qui doit pouvoir se poursuivre. Et pour ma part, Madame Naoussi, qui conditionne
la pérennité de notre unité nationale. Ça veut dire quoi? La solidarité. Se rappeler toujours qu'avant d'appartenir à une ethnie, avant d'appartenir à un parti politique, avant d'appartenir à une catégorie sociale, avant d'appartenir à une conviction religieuse, nous sommes d'abord Camerounais. Parce que cet élan des cœurs des populations riveraines, certainement, elles ne se sont pas demandé qui était dans l'avion. Elles n'ont pas cherché à savoir quel était l'ennemi des passagers. C'était de façon spontanée. Voilà, spontanée. Elles ont su que c'est un aéronef national, même s'il est affrété, et que forcément, il y a des compatriotes qui sont à l'intérieur. Et c'est cette force qui les a amenés à les secourir, déjà à identifier, à repérer la zone. Et je crois que c'est cet esprit que le président de la République, qui incarne sur le plan institutionnel l'unité de notre pays, et qui a su bien le faire, Madame Naoussi, pendant bientôt 40 ans. Lui-même, il a dit, ce n'est pas qui veut, mais qui peut rassembler les Camerounais pendant autant d'années. Je pense que même si la perfection n'est pas humaine. Forcément. Et c'est maintenant au niveau de ce qui peut menacer cette unité nationale que je vais atterrir. C'est le fait que certains Camerounais, je ne sais pas s'ils sont majoritaires, mais ce cri également ne doit pas être, doit être audible, ne doit pas être ignoré de la part de ceux qui nous gouvernent. Le Cameroun doit appartenir à tout le monde, pas seulement en ce qui concerne les valeurs d'unité, mais aussi en matière de prospérité. Je veux parler ici du manger ensemble, Madame Naoussi, du manger ensemble. Le Cameroun n'a pas un problème de vivre ensemble. Il n'a pas un problème de vivre ensemble, il a un problème de manger ensemble. Redistribution des richesses. Parce que, effectivement, quand vous essayez de regarder l'écart entre les riches et les pauvres au Cameroun, cet écart me semble très grand. L'équilibre d'une société, c'est justement le nombre de personnes. Je veux parler ici du citoyen moyen, ou alors de la classe moyenne, qui crée l'équilibre entre l'extrême pauvreté et l'opulence. La bourgeoisie. Voilà, la bourgeoisie. Cet équilibre-là, dans notre société, me semble un peu difficile à percevoir. D'où l'intérêt de mettre en place des conditions du manger ensemble également, qui permettrait aux Camerounais d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Ce sera le mot de fin de cette édition de la rétrospective de l'information. Nous ne partirons pas sans avoir une pensée spéciale pour nos forces de défense qui se battent de nuit comme de jour pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Ils sont dans l'extrême nord du Cameroun contre Boko Haram. Ils sont dans le nord-ouest, ils sont dans le sud-ouest pour défendre l'intégrité du Cameroun. Nous pensons à tous les Camerounais qui se battent au quotidien pour préserver l'unité nationale et le manger ensemble. Absolument. Soit dit en passant, vous l'avez dit, les Camerounais n'ont pas de problème de vivre ensemble. De vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition de la rétrospective de l'information. Merci à Colin Swonchon qui assure la technique de l'autre côté. Merci à la réalisation assurée par Vincent Irénée Kaga. Vous également, je vous dis merci d'être venu spontanément quand nous vous avons invité. Merci Serge Pelé-Onana. Je rappelle, vous êtes le chef service météo de la région du littoral, en service à la région, en service à la délégation régionale du transport pour le littoral. Je vous en prie, Madame Naoussi. Et nous rappelons l'information majeure ce jour, c'est ce crash d'avion qui a endeuillé 11 familles. Eh bien, on a vu nos envoyés spéciaux se déployer sur le terrain, derrière le ministre des Transports, le ministre délégué des Transports, le gouverneur de la région du centre pour prendre le pouls. Absolument. Et des mesures, des enquêtes sont ouvertes. Mesdames, Messieurs, bonne fête de l'unité nationale. La rediffusion justement de cette émission, ce sera demain à 9h. Quant à moi, à dimanche prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Allez, au revoir.